Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Jeanne d'Arc Orléans Draw and Write. C'est un jeu qui a été édité en 2022 par DLP Games et qui a été relocalisé en français par Matago. Le jeu vient tout juste d'arriver au Québec grâce à une distribution de Hilo Games. On peut d'ailleurs prendre le temps de les remercier de nous avoir envoyé cette copie de jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Rainer Stockhausen et de Ryan Hendrickson qui se joue de 1 à 5 joueurs. On a donc un mode solo et les parties durent environ 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points. C'est une version jeu à cocher du classique Orléans dans lequel on va aller piocher un certain nombre de jetons de partisans à chaque manche et les joueurs vont drafter ces jetons à tour de rôle pour effectuer des actions et faire progresser les différentes pistes et les différents éléments en cochant sur leur feuille. Alors, Jeanne d'Arc Orléans Draw and Write, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer tous les jetons de partisans à l'intérieur du sac. On en retrouve 22 et il y a 6 catégories différentes de jetons partisans. Ensuite, selon le nombre de joueurs, on va retirer un certain nombre de jetons. On va les piocher aléatoirement dans le sac. Pour une partie à 2 joueurs, on va en retirer 2 et on va aller les placer dans la zone d'attente qui est en quelque sorte la défausse de jetons partisans. Chaque joueur va se prendre une feuille de jeu ainsi qu'un crayon qui est fourni dans le jeu et va les placer devant lui. Dans une partie à 2 joueurs, on a quelques modifications à effectuer sur notre feuille. Premièrement, on va aller barrer les petits sacs à gauche de notre feuille qui ne correspondent pas à notre nombre de joueurs. Donc, on va barrer tous les sacs qui sont supérieurs à notre nombre de joueurs. Comme on fait une partie à 2 joueurs, on va barrer les sacs numéro 3, 4 et 5. On va ensuite aller barrer la section qui contient les villes 18 et 19 puisqu'elle est réservée pour les parties à 3 joueurs et plus. Et on va aller barrer la section qui contient les villes 20, 21 et 22 puisque c'est la section qui est réservée pour les parties à 4 joueurs et plus. Et ensuite, on va déterminer un premier joueur. C'est le dernier qui est allé visiter la ville d'Orléans et il va placer le sac de jetons devant lui. Une partie de Jeanne d'Arc Orléans Draw and Write se joue en plusieurs manches. À chaque manche, le premier joueur va aller piocher 5 jetons dans une partie à 2 joueurs et il va les placer au milieu de la table. Ensuite, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, chaque joueur va sélectionner un jeton puis effectuer une action avec le jeton qu'il a choisi pour faire progresser sa feuille de jeu. Les joueurs vont tenter d'obtenir des marchandises pour remplir leur entrepôt, des pièces pour remplir leur banque, vont tenter d'obtenir les tuiles-lieux en dépensant des pièces, vont tenter d'augmenter sur la piste de développement pour augmenter leur niveau de développement, vont tenter de faire des actes de bienfaisance et d'établir des comptoirs sur la carte, tout en essayant de réclamer les différents bonus citoyens. Et on va continuer d'enchaîner les manches jusqu'à temps qu'on joue tous les jetons du sac et on va ensuite le remplir à nouveau. Et on va continuer à enchaîner des manches jusqu'à temps qu'on ait joué un deuxième sac. Donc on va toujours jouer un nombre de sacs de jetons égal au nombre de joueurs avant de déclencher la fin de la partie. Et arrivé là, le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 3 phases. La première phase est de piocher des jetons partisans. Donc le joueur qui est le premier joueur, celui qui est en possession du sac, va aller piocher aléatoirement un certain nombre de jetons selon le nombre de joueurs. Dans notre exemple, à 2 joueurs, on va aller piocher un total de 5 jetons partisans et on va ensuite les placer au milieu de la table. On passe ensuite à la deuxième phase qui est de prendre un jeton et réaliser une action. Cette phase va se jouer à tour de rôle en commençant par le premier joueur jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jetons au milieu de la table. Le premier joueur va sélectionner un des jetons et va ensuite aller effectuer l'action de ce jeton. On peut effectuer l'action standard du jeton, on peut aller cocher le jeton dans une des actes de bienfaisance ou bien on peut transformer le jeton en moine. Et plus tard dans la partie, on pourra aussi avoir accès aux différents pouvoirs des lieux et on pourrait utiliser le pouvoir d'un lieu avec le jeton de partisan qui est demandé.
Ensuite, le deuxième joueur va sélectionner un jeton, va faire une action. On revient au premier joueur qui va prendre un jeton pour faire une action. On retourne au deuxième joueur qui prend un jeton et qui fait son action. Et finalement, le premier joueur va avoir le dernier jeton et va effectuer une troisième action dans la manche en sélectionnant le dernier jeton. Tous les jetons qui sont utilisés par les joueurs seront placés dans la zone d'attente sur la table, ce qui est à dire la défausse de jetons. Ils ne retournent pas dans le sac. Une fois que tous les jetons au milieu de la table ont été sélectionnés par les joueurs, ça va mettre fin à la phase d'action et on va passer à la troisième phase qui est tout simplement de passer le sac au joueur suivant qui deviendra alors premier joueur. Donc dans une partie à 2 joueurs, celui qui est premier joueur va toujours avoir 3 actions dans la manche et celui qui est deuxième va en avoir 2. Maintenant, regardons l'effet des actions standards de chaque type de jeton. On peut retrouver un aide de jeu dans le haut de notre feuille pour nous rappeler les différentes actions des jetons partisans. Si je recrute un jeton de fermier, je vais gagner immédiatement une marchandise dans mon entrepôt. On a 5 types de marchandises. On a les céréales, le fromage, le vin, la laine ainsi que les tissus. On doit toujours cocher les lignes de marchandises de gauche à droite, mais on peut cocher le type de notre choix en activant un fermier. Donc, je pourrais choisir de prendre un fromage. À ce moment-là, je vais aller barrer la première case de fromage dans mon entrepôt. On pourra aussi obtenir des marchandises en se déplaçant sur la carte sur les routes et les rivières avec d'autres actions de partisans. Et si jamais une rangée de marchandises est déjà remplie et que je gagnais un fromage en me promenant sur la carte, à ce moment-là, je vais aller encercler la première case de mon dépôt. Donc le dépôt se remplit aussi de gauche à droite et chacune des cases va nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Lorsqu'on active le jeton de fermier, on gagne toujours une marchandise de notre choix, mais je ne peux pas décider de prendre une marchandise d'une rangée qui est pleine tant que toutes les autres cases de mon entrepôt ne sont pas pleines. Si jamais toutes les cases de mon entrepôt sont pleines, à ce moment-là, avec mon fermier, j'irai encercler la prochaine case dans mon dépôt. À la fin de la partie, pour chacune des rangées de mon entrepôt qui sera complétée, on va gagner la valeur de points de victoire qui est inscrite au bout de la rangée. Et pendant la partie, si j'ai réussi à remplir une colonne dans mon entrepôt, donc une marchandise de chaque type, on va gagner le bonus correspondant qui est dans le bas de la colonne. Pour la première colonne, on va gagner 2 pièces, on va aller les cocher dans notre banque. Pour la deuxième colonne, on va gagner une action de moine, c'est-à-dire qu'on va gagner une action de joker, on va pouvoir activer le pouvoir de n'importe quel partisan. Pour la troisième colonne, on va gagner 4 points de développement, ce qui va nous permettre d'aller cocher les cases de la piste de développement qui est dans le bas de notre feuille de jeu. Pour la quatrième colonne, c'est un 5 points de victoire en fin de partie. Et pour la sixième colonne, si jamais elle est remplie au complet, on va gagner un citoyen. Lorsqu'on gagne un citoyen, comme ici par exemple, on va l'encercler et à ce moment-là, on voit que c'est un bonus qui est jaune. Donc les bonus qui sont dans des hexagones jaunes ou des octogones jaunes plutôt, sont des bonus uniques. Donc c'est seulement le premier joueur à les déclencher dans la partie qui va les obtenir. Une fois qu'un joueur aura encerclé ce bonus, il va le signifier aux autres joueurs qui, eux, vont aller le barrer sur leur feuille. Donc ils ne pourront jamais l'obtenir pendant la partie. Alors que les bonus qui sont en blanc dans le bas des autres colonnes sont des bonus que tous les joueurs peuvent réclamer. Si on choisit un jeton de chevalier, on va pouvoir aller se déplacer sur une route de la carte pour ramasser des marchandises ou des points de développement. Tous les joueurs débutent à Orléans, donc notre première route doit partir d'Orléans et pour les routes suivantes, on peut partir d'un endroit où on est rendu avec notre réseau de routes. Donc le joueur pourrait décider de prendre la route qui va vers le sud. Donc on va colorier la route qu'on emprunte avec notre chevalier et on va ramasser tous les icônes qui sont sur le chemin. Donc ici, il y a une marchandise de céréales. Je vais donc aller barrer la première céréale dans mon entrepôt. Et on voit qu'il y a un livre qui représente un point de développement. Je vais donc aller cocher la première case de la piste de développement dans le bas de ma feuille de jeu. La prochaine fois que je vais recruter un chevalier, je pourrais partir un autre chemin à partir d'Orléans ou je pourrais partir un chemin à partir de la ville numéro 8 puisque ma route se rend à cet endroit. Je pourrais décider de partir de la route 8 et d'aller vers la ville 16, ce qui me permettrait de ramasser en chemin un tissu pour aller cocher dans mon entrepôt. Si je recrute un jeton de batelier, on voit que j'ai un choix avec son action. Je peux décider de gagner une pièce et d'aller l'encercler dans ma banque, ou bien je peux aller me promener sur un chemin navigable sur la carte, et cela fonctionne sensiblement de la même façon que les chevaliers avec les routes.
Donc, je pourrais partir de la ville numéro 8 et d'aller sur la rivière qui est ici pour me rendre à la ville 14, ce qui me permettrait de ramasser un 20 et d'aller le cocher dans mon entrepôt. Si je recrute un jeton d'artisan, on voit qu'avec son action standard, on a aussi un choix. Je peux gagner une pièce et aller l'encercler dans la banque, ou bien je peux dépenser une pièce que je possède pour aller construire un comptoir sur la carte. Pour construire un comptoir, on doit posséder une pièce, c'est-à-dire qu'on doit avoir une pièce d'encerclée à l'intérieur de notre banque. On commence la partie avec une pièce déjà encerclée, donc je pourrais décider de la dépenser pour construire mon comptoir. À ce moment-là, je vais aller faire un X sur la pièce pour dire qu'elle est dépensée et je vais ensuite construire mon comptoir dans n'importe quelle ville qui est connectée avec mes routes et mes voies navigables que j'ai fait avec les chevaliers et les bateliers. Par exemple, je pourrais décider de faire mon comptoir dans la ville 8. À ce moment-là, je vais l'encercler sur ma feuille de jeu et je vais annoncer aux autres joueurs que j'ai construit le comptoir numéro 8 et les autres joueurs devront aller barrer la ville 8 sur leur feuille. Ils ne pourront pas construire de comptoir à cet endroit-là. La seule exception à cette règle est la ville d'Orléans. Donc, la ville d'Orléans, tous les joueurs peuvent construire le comptoir qui s'y trouve. Donc, si un joueur encercle le comptoir Orléans, les autres n'ont pas besoin de le barrer sur leur feuille de jeu. Maintenant, regardons comment cela fonctionne lorsqu'on va gagner des pièces d'or et qu'on devra aller les encercler dans la section de la banque de notre feuille de jeu. À chaque fois qu'on va gagner des pièces en faisant différentes actions, comme le batelier, l'artisan ou le commerçant, on va aller encercler les pièces dans notre banque. On doit encercler les rangées de gauche à droite, mais on peut aller dans la rangée de notre choix. On n'est pas obligé d'avoir rempli la première rangée avant d'aller sur la deuxième et ainsi de suite. Donc, en gagnant une pièce d'or, je pourrais décider d'encercler la première pièce de la troisième rangée. Plus tard dans la partie, si je gagne une pièce d'or, je pourrais décider d'encercler la deuxième pièce de la troisième rangée. Et la prochaine fois que je gagne une pièce d'or, je pourrais décider d'aller encercler la deuxième pièce de la première rangée ou bien d'aller encercler la première pièce de la deuxième rangée, par exemple. Si jamais on encercle toutes les pièces d'une même rangée, on va gagner immédiatement le bonus qui se trouve à la droite. Pour la première rangée, c'est de gagner une action de moine, donc une action joker qui remplace n'importe quel partisan. Pour la deuxième rangée, c'est 4 points qu'on va faire en fin de partie. Et pour la troisième rangée, on va gagner le citoyen qui se trouve à cet endroit-là. Et comme c'est un bonus jaune, on va l'encercler et les autres joueurs devront le barrer de leur feuille de jeu. Pour les bonus qui sont dans le bas de chacune des colonnes dans la banque, on va seulement gagner les bonus lorsque toutes les pièces de la colonne seront dépensées, c'est-à-dire qu'il y aura un X dans les pièces qu'on les aura dépensées pour faire des actions. Lorsqu'on dépense des pièces, lorsqu'on va faire des X sur celle-ci, on va faire des X sur les pièces de gauche à droite dans chacune des rangées, mais encore une fois, on peut choisir la rangée de notre choix. Donc, je pourrais décider, si j'ai une action qui me coûte 2 pièces par exemple, je pourrais décider de payer avec la pièce qui est ici et la pièce qui est là pour effectuer mon action. Et maintenant, on voit que j'ai dépensé les 3 pièces de la première colonne, ce qui va me donner immédiatement accès au bonus, qui est ici de faire une action de fermier. De plus, on a un bonus pour le premier joueur qui réussit à faire cette rangée au complet, de dépenser toutes les pièces dans cette rangée. C'est un bonus de dépôt, donc le joueur qui va le gagner va l'encercler et va aller encercler la première case la plus à gauche de son dépôt. Et comme c'est un bonus dans un octogone jaune, à ce moment-là, dès qu'un joueur l'a réclamé, les autres vont le barrer de leur feuille de jeu. Pour la deuxième colonne, c'est un bonus qui me donne 2 points de développement. On va donc barrer les 2 prochaines cases de notre piste de développement. Et on a toujours un bonus de dépôt pour le premier joueur. Pour la troisième colonne, c'est une action de moine, donc une action joker qui remplace n'importe quel partisan. Pour la quatrième colonne, on va aller construire un comptoir sans payer le coût de construction. Et pour la dernière colonne, c'est un bonus de 7 points de victoire en fin de partie. Si jamais un joueur a gagné toutes les pièces qui sont dans la banque et qu'il fait un effet de jeu qui lui fait gagner des pièces, à ce moment-là, il va aller encercler la prochaine case dans son dépôt pour faire des points. Si on recrute un jeton de commerçant, avec son action standard, on a aussi 2 choix. On peut gagner une pièce dans notre banque ou bien on peut aller dépenser des pièces pour s'acheter une tuile lieu. Pour une première partie, on utilise les lieux qui sont imprimés sur la fiche, mais pour des parties subséquentes, on peut utiliser un deck de cartes qui va nous donner une certaine variété dans les lieux qui seront disponibles à chaque partie.
Les lieux sont classés par niveau dans les différentes colonnes. On a donc des lieux de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4 ou de niveau 5. Au début de la partie, les joueurs ont seulement accès au lieu de niveau 1. Donc, on doit, la première fois que quelqu'un va faire l'action d'artisan pour s'acheter un lieu, il est obligé de prendre dans la colonne des niveaux 1. Les lieux niveau 1 coûtent une pièce, même chose pour les lieux niveau 2, alors que les lieux niveau 3, 4 et 5 ont un coût de 2 pièces. Donc, je pourrais décider de dépenser une pièce et je vais aller m'acheter l'étable. Donc, à ce moment-là, je vais aller faire un X dans la case de ce lieu pour dire que j'en suis le propriétaire. Les autres joueurs, eux, vont aller faire un X sur l'étable. Ils ne pourront pas l'acheter. Donc, chaque tuile-lieu peut être seulement acheté par un joueur. Les tuiles-lieux vont nous donner accès à différents pouvoirs. Donc, lorsqu'on retrouve ce symbole avec un jeton de partisan à côté, c'est un effet qu'on peut faire avec ce partisan au lieu de faire l'effet standard de celui-ci. Donc, la prochaine fois que je vais recruter un fermier, évidemment, l'effet de mon étable est meilleur que de faire l'effet standard. Ça va me permettre de gagner une pièce et de gagner une marchandise de mon choix. Dès qu'un joueur à acheter un lieu niveau 1, cela va donner accès au lieu de niveau 2 pour tous les joueurs dans la partie. Lorsqu'un joueur aura acheté un lieu de niveau 2, cela va donner accès au lieu de niveau 3 pour tous les joueurs et ainsi de suite jusqu'au lieu de niveau 5. Il y a un deuxième type de lieu, donc par exemple la prochaine fois que je vais recruter un commerçant, je pourrais décider d'aller m'acheter la distillerie qui est ici et on voit qu'au lieu d'avoir le symbole d'action, on a un égal et un bonus qui est indiqué à côté. C'est un bonus que je vais réclamer à chaque fois que je vais recruter un partisan de cette sorte-là, donc à chaque fois que je vais recruter un commerçant, je vais gagner automatiquement une pièce et ce peu importe l'effet que je vais faire avec mon commerçant, que ce soit l'action standard ou l'action d'un autre lieu. Si je recrute un jeton d'érudit, je vais tout simplement gagner un point de développement, ce qui va me permettre d'avancer sur la piste de développement. C'est une piste qu'on doit aussi remplir de gauche à droite. À différents endroits sur la piste de développement, on va retrouver le symbole d'étoile avec un numéro, ce qui représente le niveau de développement de notre ville. Donc le niveau peut aller jusqu'à 6. C'est un multiplicateur de points qui entrera dans le décompte final des points à la fin de la partie. On a aussi des cases avec différents bonus. Par exemple, en cochant la deuxième case, on voit que je gagne une pièce. Donc, je pourrais décider d'aller encercler la pièce qui est ici. On a aussi deux partisans qu'on peut aller retrouver, deux citoyens plutôt qu'on peut aller gagner dans la piste de développement. On en a un ici et un là. Ce sont des bonus uniques, donc seulement le premier joueur à les réclamer pourra les obtenir et les autres joueurs devront alors les barrer de leur feuille de jeu. On peut aussi gagner d'autres pièces, gagner une action de moine, ici d'aller gagner une case dans le dépôt, de gagner une marchandise de notre choix, un autre citoyen et une autre action de dépôt. Lorsqu'on recrute des jetons de partisans, on peut aussi décider de les convertir en moines si ce n'est pas le jeton qu'on convoitait. On peut aller faire cette action 3 fois pendant les parties, c'est-à-dire de transformer notre jeton partisan en moine. À chaque fois qu'on le fait, on va aller barrer les points de victoire et on va aller gagner le moine. Donc, on va pouvoir faire l'action de notre choix au lieu de faire l'action du jeton qu'on a sélectionné. Par contre, on sacrifie des points de victoire à chaque moine qu'on va utiliser dans la partie. Donc, un joueur qui utilise aucun des 3 moines va avoir 7 points de victoire en fin de partie. Au lieu de faire une action standard ou de faire une action de lieu, on peut aussi décider d'aller faire les actions dans les actes de bienfaisance à l'aide des jetons qu'on vient de recruter. C'est vrai, dans une partie à 2 joueurs, on va aussi barrer la 5e acte de bienfaisance, donc elle ne sera pas présente dans notre partie. Si par exemple je recrute un jeton d'érudit et que je ne veux pas faire son action standard, je peux décider d'aller cocher une case d'érudit dans une acte de bienfaisance. Donc je pourrais aller dans la première qui est ici et aller cocher la case qui correspond exactement au jeton de partisan qu'on vient de prendre. Cela va me donner un bonus immédiat, ce qui est indiqué dans le bas de l'acte de bienfaisance. Donc je gagnerai un point de développement et je gagnerai une marchandise de mon choix. Je vais prendre une laine, je complète ma colonne, donc je vais pouvoir gagner les 2 pièces immédiatement. Je vais aller encercler les 2 pièces ici dans ma banque. À mon tour suivant, je recrute un batelier. Je vais décider d'utiliser son effet pour faire une pièce et je vais en encercler la pièce qui est ici.
ce qui va me permettre de faire une action de moine, bonus, et je vais décider d'utiliser mon moine pour aller le cocher dans l'acte de bienfaisance que j'ai commencé. Et comme j'ai coché un deuxième partisan ici, je vais réactiver son effet. Donc, je vais gagner un point de développement. Je vais gagner le citoyen. Les autres joueurs vont aller le barrer de leur feuille de jeu, ne pourront pas le gagner. Et je vais aussi gagner une marchandise de mon choix. Je vais aller prendre un bon fromage. Pour les actes de bienfaisance, les moines peuvent seulement aller cocher les emplacements moines. Ils ne peuvent pas remplacer les autres partisans dans les actes de bienfaisance, contrairement aux actions standards. Et à ma prochaine action, je pourrais recruter un autre batelier, mais au lieu de faire son action standard, je vais aller cocher la troisième case dans mon acte de bienfaisance. Je vais réactiver son effet. Je vais gagner un point de développement. Je vais gagner une marchandise de mon choix. On continue le fromage. Mais là, je viens de terminer mon acte de bienfaisance puisque tous les partisans demandés sont cochés, ce qui va me permettre de gagner le bonus qui est en jaune. Donc, je vais pouvoir gagner une action d'artisan immédiatement. Et comme c'est un bonus jaune, je vais l'encercler et les autres joueurs vont le barrer de leur feuille. Et comme j'ai terminé l'acte de bienfaisance, les autres joueurs vont aller le barrer de leur feuille. Ils ne pourront plus aller ajouter de partisans sur cet acte de bienfaisance puisqu'il est terminé. Après 4 manches, tous les jetons se retrouveront dans la zone d'attente, donc dans la défausse. On aura utilisé tous les jetons. À ce moment-là, on va les remettre dans le sac. Donc, tous les jetons vont retourner dans le sac. Et on va en retirer un certain nombre comme dans la mise en place. Donc, dans notre partie à 2 joueurs, on va retirer aléatoirement 2 jetons qu'on va aller placer dans la zone d'attente immédiatement. Après avoir rempli le sac, on va aller cocher la case sac la plus basse sur notre feuille pour dire qu'on vient de jouer le premier sac de jetons au complet. La partie va se continuer, on va jouer 4 autres manches et à la fin, lorsqu'on va remplir le sac une deuxième fois, on va venir cocher la case sac 2 et lorsque toutes les cases sac sont cochées, cela met fin immédiatement à la partie et on va passer au décompte final des points. Avant le décompte final des points, on va regarder quel joueur a placé le plus de comptoirs sur la carte. Ici, j'en ai 5 au total. Disons que j'en ai plus que mon adversaire. À ce moment-là, je vais gagner le citoyen qui est ici et je vais l'encercler. Si jamais les joueurs sont à égalité, à ce moment-là, personne ne va gagner ce citoyen. On va utiliser les emplacements de scoring sous la carte pour cumuler notre score. On va compter notre nombre de comptoirs. Ici, j'en ai 5. On va compter notre nombre de citoyens. J'en ai 2. On va les additionner ensemble. Donc, ça me fait un total de 7. Et on va multiplier cela par notre niveau de développement. Donc, j'ai atteint le niveau 4 sur ma piste de développement. Donc, 7 fois 4, ça va me faire 28 points. Ensuite, on va regarder les points qui proviennent de notre entrepôt. Donc, j'ai réussi à aller chercher le 5 points pour la rangée des tissus et le 2 points pour la rangée des fromages pour un total de 7. Pour les points provenant de la banque, j'ai réussi à faire la deuxième rangée au complet avec des pièces pour 4 points. Pour ensuite les points des moines que je n'ai pas utilisés, donc j'ai seulement utilisé mon premier moine, donc il me reste le 2 et le 4 points. Ça me fait un total de 6 points pour mes moines. Et ensuite, on va compter les points qui sont encerclés dans notre entrepôt. J'ai encerclé les 3 premières cases pour 3 points, ce qui fait une somme totale de 48 points pour ma partie. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui est rendu le plus loin sur la piste de développement qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. Côté matériel, le sac, c'est vraiment une bonne grandeur pour ce genre de jeu-là. J'aime aussi qu'ils ont quand même upgradé les jetons par rapport au jeu original. Donc, c'est des jetons qui sont beaucoup plus gros. La manipulation dans le sac est pas mal plus fun que les petits minus jetons du jeu de base. Donc, ça, c'est un bel upgrade pour ce genre de jeu-là. La feuille, elle est très bien faite. Donc, l'iconographie est très claire à l'intérieur du jeu. C'est sûr que si vous connaissez déjà le jeu Orléans, vous ne serez pas dépaysé. C'est le même sorte de symboles, même fonctionnement, les mêmes choses aussi qui donnent des points de la même façon. Donc, on n'est pas très loin de l'arbre avec cette version, on va dire Roll and Write, mais en fait, cette version jeu à cocher, là, parce qu'il n'y a pas de dés à l'intérieur. On a appelé ça un Draw and Write, donc on pige les jetons et on fait des actions sur une feuille. On veut essayer d'être un peu original dans les jeux à cocher puis de sortir un peu de toute la masse de ces jeux-là qui sortent à chaque année. Donc, c'est quand même drôle la petite twist qu'ils ont apporté avec leur Draw and Write.
On fournit aussi les crayons dans le jeu, ce qui est toujours très bien pour ce type de jeu-là. Ça, j'aime bien ça. J'aime aussi que, contrairement à la majorité des roll and ride, que généralement on sélectionne une carte ou un dé ou quelque chose, puis tout le monde fait la même action sur sa feuille, mais on la fait de façon différente. Alors que là, on a vraiment un jeu de draft entre les mains. Donc, on va sélectionner un certain nombre de jetons à chaque manche. Et à tour de rôle, les joueurs vont sélectionner un jeton, le prendre, faire une action avec ce jeton-là. Donc, on est vraiment dans un jeu de draft. C'est une belle dynamique. Je trouve que ça fait changement. Et ça me force à regarder ce que mon adversaire fait sur sa feuille pour justement... parce que ça a un impact dans le draft. Ça a un impact dans le choix des jetons que je vais prendre. Si je vois évidemment que mon adversaire a un bâtiment puis que les érudits, bien, ça lui permet d'avancer de 3 sur sa piste de développement, ben peut-être que je vais moins vouloir y laisser des érudits, fait que il y a ça à prendre en considération. Fait que c'est un côté qui est intéressant parce que pour une fois, on n'a pas juste le nez dans notre feuille, on va regarder ce qui se passe autour parce que nos décisions dans le draft vont avoir un impact là-dessus. Et contrairement à des jeux de roll and write où chacun fait sa petite affaire sur sa feuille, là on a vraiment une bonne compétitivité pour les objectifs, c'est-à-dire les citoyens, tous les bonus qui sont dans des octogones jaunes, c'est des bonus uniques au premier joueur dans la partie qui réussit à l'atteindre. Donc ça fait vraiment un aspect course à objectif qui est intéressant dans le jeu. On a une certaine tension à aller chercher ces bonus-là avant les autres parce que c'est quand même des choses qui peuvent donner pas mal de points à la fin de la partie. Donc ça crée une belle atmosphère de tension entre les joueurs puis ça nous force encore plus, en plus du draft, à regarder ce que nos adversaires font pour essayer de gagner certaines courses sur ces objectifs uniques. C'est la même chose pour les cartes de bâtiment, donc les lieux, donc ce sont des cartes uniques ou bien on peut utiliser ceux de base qui sont sur la feuille. C'est quand même des lieux uniques, donc dès qu'un joueur en achète un, les autres vont le barrer. Quand on joue avec les cartes, ben, c'est assez simple. Dès qu'on achète un lieu, on prend la carte, donc c'est seulement nous qui avons accès et ensuite il est plus disponible dans le marché. On a quand même une belle variété au niveau des lieux. On en a 20 qui sont imprimés sur la feuille. On va toujours en avoir 4 de chaque niveau de 1 à 5 dans une partie. Et on a une trentaine de cartes différentes, donc on en a 2 supplémentaires par niveau, ce qui veut dire que si on utilise les cartes, on va en sélectionner 4 au hasard pour chaque niveau, puis on va les placer sur la table pour former un marché de cartes avec les lieux. Donc ça va varier un petit peu les lieux qui sont disponibles à chaque partie, fait que c'est quand même intéressant qu'ils ont fait ça avec un système de cartes. Ça ajoute une belle variété pour pas beaucoup de matériel supplémentaire. J'aime beaucoup dans les jeux de type jeu à cocher, de roll and write ou flip and write et toute cette famille-là. J'aime beaucoup qu'il y ait un aspect un peu de combo, c'est-à-dire qu'on avance, on progresse sur des pistes, on coche des affaires sur notre feuille, puis éventuellement je coche une case qui me donne un bonus, qui me permet d'aller faire une action bonus ailleurs, puis là je finis une colonne, je finis une rangée, je gagne quelque chose. Donc cette espèce de petit esprit-là de comboage, on le retrouve vraiment bien dans le jeu, donc il est vraiment très bien pensé aussi. Fait que ça c'est toujours intéressant, c'est toujours des choses qui m'accrochent, donc ça c'est vraiment bien fait. Et ceux qui ont joué à Orléans, ben, on n'est pas tombé loin de l'arbre, évidemment. Donc, comme j'ai dit, on reprend beaucoup les mêmes concepts. On a la carte, on se promène, on ramasse des marchandises. Le fait que les comptoirs, quand on les construit, cette ville-là, les autres joueurs peuvent plus construire de comptoirs dedans. On a aussi les citoyens, donc d'aller chercher les citoyens avant les autres joueurs parce que c'est des bonus uniques. La façon que le multiplicateur de comptoirs, de notre niveau de développement qui se multiplie par nos comptoirs et nos citoyens, c'est pareil comme dans le jeu Orléans de base. Donc le scoring, on n'est pas très dépaysé. Donc ça, c'est quand même super bien. Il y a plusieurs façons de faire des points à la base. Mais évidemment, il ne faut pas négliger l'aspect comptoir parce qu'il y a un élément de multiplication dans le scoring. Fait que ça, il faut faire attention pour quand même bien progresser sur la piste de développement parce que ça vaut beaucoup de points. Les feuilles de jeu sont recto-verso, donc de l'autre côté, vous avez la face avec Jeanne d'Arc, justement. Donc le verso des feuilles, c'est pour jouer une partie en mode solo. Un mode solo qui est quand même bien fait, qui est intéressant. J'ai essayé une partie pour le fun. Donc vous allez avoir un deck de cartes qui va contrôler Jeanne d'Arc. Et dans le fond, elle a sa section sur votre feuille. Donc, on a dans le fond enlevé la section où il y a les bâtiments d'imprimés. Fait que vous êtes obligé d'utiliser les cartes de lieu quand vous jouez en mode solo. Donc, vous allez avoir la section Jeanne d'Arc qui est dans le bas de la feuille. Et elle, à chaque fois qu'elle prend une action, elle va retourner la carte et elle va regarder dans le fond selon la priorité des jetons. Donc, selon soit par en haut ou par en bas, on va voir quel jeton elle va aller prendre dans ceux qui sont encore disponibles. Et ensuite, l'effet de son jeton va être inscrit sur la carte qu'on vient de révéler. Et elle a des pistes de progression aussi dans sa zone. Donc, elle va progresser
sur les pistes et en plus, on va avoir des effets qui sont sur les cartes pour différents jetons qui vont lui permettre justement de gagner des niveaux de développement, qui vont lui permettre de gagner des citoyens, qui vont lui permettre d'aller barrer des bonus uniques dans notre zone à nous. Donc, ce qui fait que nous, on ne pourra pas aller chercher ces bonus-là parce qu'elle va les barrer, va nous les enlever. Donc, on ressent quand même l'attention d'un autre joueur lorsqu'on joue avec Jeanne d'Arc. On a quand même 3 niveaux de difficulté. On a le mode standard, le mode un peu plus dur, où elle va avoir accès à des actions de moine, donc des actions de bonus. Elle va pouvoir des fois faire 2 actions dans le même tour lorsqu'elle va débarrer ces bonus-là. Et on va avoir un autre mode aussi où on va remplacer 4 cartes par d'autres cartes différentes dans son deck solo. Celui-là, je n'ai pas essayé encore, donc ça va rajouter peut-être encore un peu plus de défis dans le mode solo. Ce que j'ai aimé du mode solo particulièrement, c'est qu'il est très simple à gérer. Le tour de jeu de Jeanne d'Arc est super rapide. On tourne la carte, on voit rapidement quel jeton elle prend, puis on regarde sur sa carte c'est quoi l'effet. En plus, on la coche sur sa piste, plus un effet quelconque. Donc l'iconographie, encore une fois, est assez claire. Il y a quelques nouveaux symboles pour sa zone de jeu, mais rien de trop compliqué à apprendre quand on connaît déjà le jeu. Fait que vraiment un automa qui est facile à gérer, qui prend pas beaucoup de temps et qui est sympathique, qui va nous créer quand même une sensation de jouer contre quelqu'un, puisqu'elle peut nous annuler des bonus. Par contre, si j'enchaîne dans les côtés négatifs, j'aurais aimé que sur notre feuille de jeu, on nous mette la distribution statistique des jetons. On la retrouve sur la première page du livret d'instructions dans le bas ici de la mise en place. Donc, on le voit facilement, mais j'aurais aimé ça qu'en haut de la carte, justement, où on voit les actions, l'espèce d'aide de jeu sur les actions de base, on aurait pu mettre un petit chiffre à côté pour nous indiquer justement combien il y a de jetons comme ça dans le sac. Donc, le petit côté statistique devient intéressant dans ce genre de jeu-là. Orléans, j'ai toujours trouvé que c'était un jeu qui était vraiment moche au niveau visuel et au niveau thématique. Donc, c'est pas un thème qu'on ressent du tout. C'est très générique, une ville médiévale à gérer. Et évidemment, celui-là fait pas exception au Orléans standard. Donc, pour moi, c'est un jeu qui est pas attrayant côté visuel et au côté thématique. Sinon, dernière chose, Orléans est connu pour être un des pionniers dans le domaine du backbuilding. Donc, pour moi, c'est le premier jeu de backbuilding que j'ai découvert. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens. Donc, c'est un jeu qui a amené une belle originalité. Et malheureusement, le côté backbuilding dans cette adaptation-là, il n'est pas présent. Donc, le sac est fixe à toutes les parties, c'est les mêmes 22 jetons. Oui, on en retire un certain nombre à chaque début de sac. On va retirer 2 jetons là, dans notre exemple à 2 joueurs. Mais la composition du sac ne change pas vraiment. On ne peut pas le faire évoluer le sac, mais là c'est un sac commun. Je ne sais pas comment il aurait pu faire ça, mais le concept de backbuilding est mis de côté. Donc il faut savoir que si on achète ça en pensant qu'on va faire du backbuilding, ben, malheureusement il n'y en a pas dans le jeu, donc on l'a vraiment tassé, on l'a mis de côté. Puis on a focusé sur un jeu qui est basé plus sur le draft. Somme toute, Jeanne d'Arc Orléans Draw and Ride, je vais lui donner une note de B+. Très bon jeu, j'ai adoré ça, j'ai trouvé que c'était une belle adaptation d'Orléans que je vous ai présenté il y a quelques jours justement. Donc ça fait une semaine à thématique Orléans. On a repris les mêmes concepts du jeu, donc on file dans Orléans à l'intérieur de celui-ci. On a rajouté un aspect de draft que je trouve super intéressant, qui va faire que les joueurs vont regarder ce qui se passe sur la feuille des autres joueurs, ce que d'habitude dans les jeux à cocher, on ne fait pas vraiment, parce que chacun fait sa petite affaire de son côté. Donc à cause du draft, à cause des objectifs qui sont uniques, justement avec les citoyens, les bonus dans les octogones jaunes qu'on va aller chercher, qu'on va aller couper aux autres joueurs. Donc ce côté-là rajoute une belle tension pour un jeu dans ce style-là, ce qui n'est pas tout le temps présent. Donc, il se démarque quand même par son originalité du côté de le draw and write, de piocher les jetons dans le sac puis d'aller ensuite les drafter à l'intérieur de chacun de nos tours de jeu. Donc, j'ai aimé la dynamique, j'ai aimé le côté combo qui est très présent dans le jeu. Un jeu qui s'apprend bien, qui a une iconographie simple et que si vous connaissez déjà Orléans, ben vous savez à peu près déjà beaucoup de façons, la façon de faire des points ou la façon de jouer est quand même assez connue parce qu'on est près du matériel source. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de game.